Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui je suis avec les gars des Pistolets Roses, Monsieur Francis et Eric. Ça va bien les gars? Yes, ça va. Oui, ça va bien Alexandre, merci. Yes, super, merci. En entrée de jeu, je vous laisse starter avec une petite bio du band, comment que ça a commencé, puis je sais que ça partait de toi Eric, je pense, l'idée des Pistolets Roses, puis toi t'as joint un peu plus tard Francis. Ouais, Je vous laisse commencer avec ça. Yes. Ouais, ben dans le fond, l'idée partait un peu de moi parce que effectivement, dans ce temps-là, on était en tournée avec Pénélope. Puis il allait avoir une pause, pas indéfinie, mais en tout cas une pause certainement pour l'enregistrement du prochain album, tout ça. Fait que j'avais proposé à Francis à ce moment-là de partir un genre de side project qui allait devenir les Pistolets Roses. Fait qu'on s'en était parlé, tu sais, c'était pas... on n'avait rien d'écrit vraiment. Il y avait une couple d'idées de tunes, mais rien de précis. Puis ça a commencé comme ça, tranquillement. Puis là, plus que c'est ça, ça a pris forme un peu parce que là, Francis, toi, tu peux peut-être poursuivre avec Pénélope. Ben, en fait, c'est ça. Il y a eu comme une mésentente là, avec Julie, Pénélope et Eric. OK. Puis, d'un commun accord, on a décidé de se séparer finalement. Julie et Eric, eux, ont formé Eric Panic après. Puis moi, ben, je suis devenu... j'ai embarqué dans le projet à mon cousin Eric, les Pistolets Roses, en fait. Puis on avait déjà une couple de riffs de composer, mais une fois Pénélope finie, ben, ça nous laissait tout le temps là, d'écrire le premier album, Ma Génération des Pistolets Roses. Donc, c'est ça qui est sorti en 2003, si je me rappelle. Ouais, exact. Ouais, alors en septembre 2003, je pense. Good. Puis, c'est ça, dans le fond, il y a eu la transition. Toi, t'étais guitariste invité, comme tu me disais un peu avant qu'on commence le podcast. Moi, j'étais pas là j'étais pas là en studio, tout ça, mais pour les tournées, c'est ça, j'ai fait la première tournée du premier album. Puis là, ensuite, le deuxième album est sorti, là, j'étais pas là. Mais c'est ça, là, j'avais connu pas mal là, l'univers de Pénélope là, à travers ça. Good. Puis, pour savoir aussi, en entrée de jeu, comment que la musique est rentrée dans votre vie, chacun? Ça, c'est une longue histoire. Ouais. Commence, Eric, moi... encore là, tu sais, moi et Francis, on est des cousins, fait qu'on se connaît depuis toujours. Ouais. On se connaît presque. Ouais. Fait que c'est ça, la musique est... Je te dirais que ça a commencé vraiment jeune. Dans mon cas, moi, mes parents m'ont acheté une guitare, je devais avoir peut-être 7-8 ans, 10 ans peut-être. Puis j'ai commencé à jouer de la guitare, puis souvent, j'allais à Chibougamau, puis là, moi et Francis, on a toujours été assez proches là, comme cousins. Fait que quand on allait à Chibougamau, où est-ce qu'ils habitaient, nous autres, on s'en allait tout le temps chez eux, dans sa famille, puis là, on se voyait, tout ça, on tripait sa musique, puis tranquillement, ça a commencé avec des genres de lip-sync dans le garage, où est-ce qu'on a commencé à faire du lip-sync sur AC/DC, Van Halen. pour Van Halen surtout. Puis après ça, c'est ça, là, à un moment donné, on a décidé Francis jouait du drum à ce moment-là aussi. Okay. Exact. Moi, j'étais drummer, puis tu vas trouver ça drôle, Alexandre, mais moi, quand j'étais jeune, je tripais bien gros, je tripais bien raide sur Olivia Newton-John. Okay. Moi, je voulais marier Olivia Newton-John. Ouais. Puis j'avais enregistré un de ses spectacles chez nous. Je devais avoir peut-être 12 ans. Puis moi, j'avais vu un spectacle d'Olivia Newton-John, puis elle me faisait complètement craquer, cette femme-là. Puis je voulais devenir son drummer. Moi, c'était mon rêve, de drummer pour Olivia Newton-John au départ. Fait que, tu sais, ça part de loin, là. Moi, j'ai commencé, mon premier drum, j'ai dû l'acheter là, à 10-11 ans. Là. Je voulais être drum. J'ai drummé longtemps, mais quand je suis arrivé à Québec, quand je suis déménagé à Québec de Chibougamau, en fait, on avait un drummer qui était meilleur que moi. Comme moi, je savais jouer de la basse et de la guitare, j'ai dit à mon drummer à l'époque, Bill, j'ai dit, gars, Bill, reste sur le drum, moi, je vais prendre la basse. Puis, depuis ce temps-là que je joue de la basse. Mais à l'époque, je ne chantais pas encore. Là. OK. C'est quoi qui t'a amené à aller chanter? En fait, Pénélope, quand j'ai embarqué dans Pénélope, on avait un chanteur guitariste, François.
Puis lui, il a quitté le groupe. Ok. Fait que là, on a décidé, nous autres, moi, je faisais une chanson de face-to-face dans Pénélope. Puis à toutes les fois que je faisais cette chanson-là, le monde réagissait fort dans les spectacles. Puis quand François a quitté le groupe, le chanteur, Julie m'a demandé, ça serait le fun que tu chantes, tu sais, comme que tu continues, qu'on continue le band à trois, hein, qu'on fasse un trio, puis que tu continues à chanter. Sauf que moi, en anglais, je n'étais pas trop à l'aise. Fait que c'est là qu'on a décidé de faire le groupe Pénélope en français. Ça a commencé avec Jean Dérangé, Rien à comprendre, qu'on avait enregistré en studio. Là. On avait enregistré 2 ou 3 tunes. Ok. Puis quand ça a décollé, ben, ça a décollé fort. On a eu de la pression pour faire un album. Parce que quand ça s'est mis à jouer à la radio, là, le monde se demandait c'était quoi. Parce qu'à cette époque-là, le punk francophone, il n'y en avait pas beaucoup. C'était dans les années 90, ça? C'était 98, 99. Puis il y avait Vulgaire Machin qui roulait à Montréal. Mais à Québec, band pop francophone, punk, là, il n'y en avait pas beaucoup. Je pense qu'on était le seul à l'époque. Fait que ça a comme détonné. Fait que les gens appelaient pour savoir c'était quoi le groupe. Puis ils voulaient avoir l'album, mais on avait juste 2 chansons d'enregistrer. Fait qu'on a comme été forcé de faire un album, mais ça a bien viré. Comme tu sais, après ça, on a fait le vidéoclip Rien à comprendre. De là a découlé le contrat avec The Union, Stomp Record, avec Matt des Planet Smasher. Ouais. Puis là, on a fait des shows extraordinaires, on a fait de la tournée. On a eu des très bons moments avec Pénélope. Good. Puis, pensez-vous que c'était vraiment un défi de faire apprécier ça, le punk français, dans ce temps-là? Parce que, tu sais, encore aujourd'hui, je pense que il y en a beaucoup plus, là, mettons, avec des compagnies de disques comme Slam 10, Hell for Breakfast, qui aident beaucoup la scène en ce moment du punk franco. Là. Oui, absolument. C'est ça, ça, comme en 98, vous étiez 2, 3 bands peut-être à faire du franco comme ça. Puis c'était vraiment une nouveauté là, pour le monde. Là, Oui, exact. Puis le gros défi de le faire en français, c'est vraiment ça, c'est les paroles, dans le fond. Ouais, de ne pas tomber dans trop quétaine facilement. C'est ça qui arrive avec le français. Hein. C'est ça. Puis mettre des mots français sur des mélodies, des bonnes mélodies, des fois, comme tu dis, ça peut tomber dans le quétaine beaucoup. Là. Fait que le challenge était là. Nous autres, Julie et Eric écrivaient la plupart des textes en Pénélope. Puis il y avait vraiment une bonne écriture. Là. C'était comme tout pensé, comment ça allait sonner. Puis ça a fait de quoi d'assez bon quand même. Good. Fait que quand vous avez parti les Pistoleros, c'était naturel de continuer en français comme ça? Oui, absolument, absolument. Oui, vraiment. Puis comment que ça se passe en composition dans les Pistoleros? Comme tu disais dans Pénélope, tu t'occupais pas vraiment de faire les textes puis tout ça. Est-ce que dans les Pistoleros, tu es plus impliqué dans ce côté-là? Oui. Ben, Pénélope, moi, j'ai fait quand même... j'ai composé quand même beaucoup de chansons dans Pénélope, mais pas beaucoup de textes. Dans les Pistoleros, ça a été différent. Moi et Eric, on a fait la plupart des chansons, les mélodies, les textes et les accords. Puis c'est ça... c'est pas mal moitié-moitié, je te dirais, avec moi et Eric. On écrit les mélodies avec les accords, puis après ça, on s'assoit, puis on écrit les paroles. Puis on essaie que ça sonne bien avec la mélodie. Okay. Souvent, ça va être vraiment à chacun de notre côté qu'on va sortir des idées. Puis après ça, on va se présenter ça à l'un et l'autre, puis on va dire, t'aimes-tu ça, tu trouves-tu qu'il y a de quoi là? Puis après, on va bâtir la toune à travers ça. Les paroles, c'est toujours plus tard. Puis les paroles, c'est toujours la partie la plus compliquée de ce qu'on fait, parce que c'est ça. C'est toujours un défi, là, on le disait, mais c'est ça. Écrire en français là, sur du rock, c'est pas toujours évident. Mm-hmm. Fait que les paroles, souvent, ça va retarder le processus d'une toune qui est... Oui, vraiment. OK, puis... voyons, ma question, je l'ai perdue, hostie. Ce sera pas long, elle va revenir. Non, mais en fait, là, les paroles, là, c'est que tu as une mélodie écœurante, puis là, tu mets les paroles là-dessus, puis là, ça fit plus ou moins. Ça fit plus là, tu sais, c'est comme, si elle était en anglais, ça serait parfait, mais en français, avec les mots, on dirait que la mélodie perd tout son sens, ça devient comme trop pop, là, je sais pas. Ouais, trop quétaine, c'est ça. Je sais pas, la marge entre que ça sonne cool que ça sonne quétaine est vraiment pas grande. Fait que. Ouais, puis il y a beaucoup de mots en français aussi que
qui veulent dire la même chose, puis c'est ça qui est dur aussi, d'aller choisir les mots qui le feront pas. Là, Exact. Non, si tu effectivement. veux parler de tel sujet, mais bon, ok, je vais prendre tel mot, ça va sonner moins quétaine que d'autres choses. Il faut que ça rime le plus possible. Tu sais, Aussi, en plus, fait que ça vient avec de plus en plus de contraintes. Exact. Puis aussi, vous faites, c'est ça que je voulais parler, tu sais, vous avez des textes aussi très engagés, puis d'autres un peu plus humoristiques aussi. Oui. Ça aussi, ça doit être quelque chose qui est quand même difficile de jongler entre ces deux-là, puis avoir un juste milieu. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié de votre band quand je vous ai découvert. Parce que moi, je vous ai découvert quand même sur tard. Ça fait peut-être 5 ans que je vous ai découvert, puis je m'en suis voulu longtemps parce que Chris que j'ai accroché. Puis, T'as accroché sur le côté plus humoristique ou le côté plus engagé? J'aimais, c'est ça, justement sur qu'est-ce que je m'en allais, j'aimais l'équilibre entre les deux. Entre les deux, OK. Parce que souvent, tu sais, mettons, on va prendre américain, mettons Anti-Flag, qui sont, selon moi, un des bands les plus engagés en ce moment aux États-Unis, là. Mm-hmm. Que je trouve qu'à un moment donné, c'est bon, on le sait que vous êtes fâchés, là, mais parlez-nous d'autres choses, tu sais. Puis je trouve que vous, c'est ça, tout est bien dosé. Tu sais, il va y avoir, mettons, la tune Liberté, qui est gros sur la liberté d'expression, puis tout ça. Puis après ça, ben, tu vas avoir Matrui, qui va jouer, puis c'est comme complètement différent, ou Hostie de folle, ou... Oui, la super chanson. Ouais, c'est ça. Ben, je trouve ça le fun qu'il y ait ce juste équilibre-là. Puis c'est-tu de quoi que pour vous autres, c'est important qu'il y ait les deux? Que ça reflète comme... Je pense que c'est une façon de... Que ça vous reflète beaucoup plus. Je pense que vous êtes des gars sérieux, mais pas sérieux aussi. Là. Ouais, ben, on n'est pas beaucoup sérieux, mais on a un côté quand même engagé. On a un côté qui est... on est informé, on se tient au courant des choses, des enjeux de la société, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est des sujets qu'on aime parler, mais on a un côté aussi vraiment party où est-ce qu'on aime déconner. Fait que c'est sûr que les deux vont ensemble. On n'a pas le choix d'écrire sur les deux. Ça fait partie de notre vie. Ben, on se prend pas au sérieux, en fait, nous autres, les Pistoleros. C'est ça qui est le fun. Mm-hmm. En fait, le côté humoristique... on l'a toujours eu, le groupe, même les 4 membres ensemble, en tournée, on déconne. C'est rien de sérieux, là. C'est juste du fun. Mais on est quand même politisé beaucoup. Comme Eric il dit, on se tient au courant de ce qui se passe. Moi je suis un gars qui est plus révolté, plus engagé. Il y a certaines tunes que ça paraît. Puis Eric, ben, c'est plus le pop guy. Il est capable d'écrire des choses plus lover un peu, avec des mélodies plus... c'est un drôle de mix, c'est pas homogène, les Pistoleros. Tu as du country, tu as du pop-punk, tu as du heavy. Ouais, ça se promène beaucoup. Là. Oh, absolument. Oh, oui, vraiment. Absolument. Puis on s'arrête pas à rien. Puis, quand on trouve qu'il y a une mélodie qui est bonne, ou on la shoot, puis that's it. Puis c'est ça, je trouve aussi, qui est une de vos forces aussi. Vous vous limitez pas à un style. Vous voulez... ça, vous aimez ça, ben, c'est ça qu'on fait. C'est pas... Ben, parce que c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est que moi, on écoute beaucoup de musique. Hein. Mm-hmm. Puis j'écoute plein de styles différents. Là. Fait que moi, je suis un gars qui aimait le heavy, que j'aime le heavy, le rock. Puis j'aime aussi j'aime le punk, j'aime le pop-punk, j'aime je trippais sur Slayer quand j'étais jeune. Je veux dire, j'ai toutes sortes d'horizons fait que c'est ça que ça fait. C'est toutes nos influences, là, ils viennent de partout. Fait que... une bonne mélodie, c'est une bonne mélodie. Ouais. Fait que dans ce temps-là, quand la mélodie est là, le reste, là, ça suit. Mm-hmm. J'ai remarqué avec la sortie de 15, ouais. il y a eu un changement un peu dans votre son aussi sur cet album-là. J'ai trouvé qu'il était moins... peut-être plus poli. Peut-être, oui. Je pourrais dire ça, plus pop que les autres. Et y a-t-il une raison pourquoi vous êtes aligné plus vers ça? Ben, la principale raison, c'est que j'ai rien composé dessus. J'ai absolument rien composé. Je te dirais que l'album 15, c'est pas un projet... c'était un projet un peu personnel de ma part parce que
sais, j'avais plein de tunes que ça faisait longtemps, tu sais, que j'avais pas mis sur des albums pour plein de raisons, tu sais, ou juste parce que ça n'avait pas donné. Puis, tu sais, à ce moment-là, dans 2016-2017, j'avais bien du temps à tuer, fait que c'est ça. J'ai composé plein d'affaires, puis j'ai finalisé plein de tunes que que j'ai proposé à Francis, tu sais. Puis même là, à ce moment-là, c'était même pas sûr que ça soit un projet, que ça soit les Pistolets Roses, tu sais. OK. Mais tu sais, en voulant souligner les 15 ans des Pistolets, tout ça, ben, tu sais, j'ai dit à Francis, je pourrais peut-être travailler ça, puis sortir de quoi avec ça, puis par le fait même, ben, moi, j'ai commencé à collaborer avec Nick de Kamakazi. Ouais. Puis on a commencé à faire des tunes, puis plus que ça allait, plus que ça prenait forme. Puis, mais tu sais, c'est ça, Francis le disait, et Francis n'a pas été impliqué dans la composition vraiment des tunes. Tu sais, il est arrivé vraiment à la fin pour chanter les tunes. Fait que c'est sûr que le fait qu'il ne soit pas là dans le processus de composition, ça s'entend, tu sais, ça paraît aussi. Ah ouais. Francis, il y a un côté beaucoup plus rock, plus heavy, tout ça. Moi, c'est comme il l'a dit tantôt, moi, il me surnomme le pop guy du band. L'album 15, c'est ça. Exact. Ça sonne un peu plus pop, mais bon, c'est ça. Avec les arrangements de Nick aussi, on l'entend. Ok, Nick est très pop guy aussi. Là. Oui. Ben, tu sais, moi et Nick, on s'est bien entendu. Ouais, hein? On avait. Les atomes crochus. On trippait pas mal sur les mélodies, tout ça qu'on a fait. C'est sûr que ça sonnait un petit peu plus pop. Mais tu sais, en bout de ligne, ça pour dire que ça a fini avec le nom des Pistolets Roses dessus, mais ça aurait pu être d'autres choses aussi. Là, fait que, ça aurait pu être Éric Fortier, My Life. Ouais, c'est ça. Mais j'ai aussi trouvé que toi, Francis, dans ta voix aussi, il y avait une Oui. grosse différence. Oui. Ta voix, elle a vraiment changé avec cet album-là, je pense. Y a-t-il une raison pour ça? Ouais. Moins de distorsion, c'est plus clean un peu. Ouais, on était peut-être moins fâchés cette journée-là que tu as chanté. Ouais, on a fait les tracks en comme une ou deux journées. OK. Puis c'est Eric qui me coachait. Puis nécessairement, j'ai vraiment chanté plus clean. Là. C'est vraiment plus léché. Là. C'est vrai qu'on ne me reconnaît pas tant que ça là-dessus. Il y a des tunes que... J'irais pas jusqu'à dire qu'on te reconnaît pas, mais on voit que... Ben, j'ai l'impression que l'album est plus mature qu'avant. Ah, ben ça, c'est sûr. Ben là, on est rendu à 50 ans. Ouais. On aime ça se faire à croire qu'on est plus mature, mais ça paraît dans la musique, tant mieux. Parce que dans nos vies, ça paraît pas bien. Non. Puis, je vais faire un petit shout-out pour la chanson Déjà Vu que Nick chante dessus avec toi. Je trouve que vos deux voix là, se marient vraiment bien ensemble. Je pense que c'est une des chansons fortes de l'album. Puis des fois, j'ai l'impression que ça en donne pour beaucoup aussi. Le mix de vous deux ensemble à la voix, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Oui, moi, je suis d'accord. C'est vrai que les deux voix se mixent bien. Il y a un bon blend avec les deux voix, je suis d'accord. Puis je pense que c'était-tu Eric ou c'était Nick qui avait décidé de partager ça? Ou c'est nous autres qui avons décidé ça comme ça, hein? Non, ben tu veux dire que de vous faire d'avoir les deux voix là, dans tout. Ah, moi, ça, c'était mon idée. Ça faisait... Parce que, dans le fond, cette tune-là que Francis et Nick chantent, c'est une tune de Nick. C'est lui qui l'a composée carrément. OK. Puis moi, il me l'avait fait entendre, ça faisait longtemps. J'avais fait entendre à Francis aussi. Puis moi, j'avais l'idée... Tu sais, quand il me l'avait fait entendre, Nick, c'est lui qui chantait dessus. Là, je me disais, hey, ça serait vraiment trippant que Nick... il chante un couplet, puis que Francis chante l'autre, puis que je les entendais, les deux chanter là-dessus. Mm-hmm. Puis c'est sûr, quand Francis est arrivé en studio, je disais, hey, let's go, on fait chanter Nick. Ouais. Puis ça a vraiment bien marché. C'était vraiment cool. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on a enregistré la toune. C'est nous autres, parce que Nick habite Montréal, nous autres Québec. Fait qu'on a enregistré la toune, la partie à Francis. Nous autres, on est partis le soir chez nous, à Québec. Là, Nick, qui a tout enregistré, c'est parti à lui plus tard. Okay. Là, il nous a envoyé ça, tu sais.
on tripait. Moi, je tripais bien raide. Je trouvais ça Ouais, vraiment. moi, je suis d'accord avec toi, Alexandre. Je pense que c'est une des tunes les fortes de l'album. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui, absolument. Ouais, mais moi j'avais vraiment trouvé ça intéressant de cet album-là. Tu sais, il y avait vraiment un changement, mais sans être dénaturé du projet. Parce que moi, je suis. Tu sais, on fait aussi de la critique d'album, là, puis moi, je suis un gars qui aime bien ça, que les choses changent pas trop, là, dans les artistes, là. Puis, tu sais, comme notre bête noire au podcast, c'est Bring Me the Horizon, là, tu sais, qui était du gros deathcore dans le temps, que tu comprenais rien quand il chantait, puis à cette heure, c'est quasiment rendu de l'électro, là. OK. Fait Puis, tu sais, moi, c'était un band que j'écoutais là, quand j'étais au secondaire, là, tout le temps. Puis, aujourd'hui, je suis même plus capable de l'entendre tellement que ça a trop changé. Puis, c'est tout le temps ce point-là. Moi, sur chaque band, là, qu'il y a trop de changements, ça m'agace un peu. Mais je trouve vraiment que il y a un changement qui se remarque, mais que je pense qu'il est encore pour le mieux pour le band, je pense. Je pense que vous allez avoir ouvert peut-être un public plus large avec un son plus clean comme celui-là. Ouais. Ce que moi j'ai trouvé, par exemple, dans l'album, on est 100% transparent comme d'habitude, c'est que je pense que cette touche heavy-là, des fois, manquait un petit peu. Oui, absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, mais par exemple, tout l'album à l'entier, je le trouvais bon. Là. Les tunes sont catchy, sont le fun, ça pogne dans la tête facilement. Oui, effectivement. Oui, absolument. Ben, c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie d'avoir des mélodies fortes, accrocheuses, qu'on aimerait nous entendre, même si, mettons, c'est pas nous autres qui les faisaient. Là. Mm-hmm. On travaille fort là-dessus. Tu sais, quand on compose une chanson, si la mélodie n'est pas bonne, on laisse tomber. Si on trouve que comme tu dis, c'est pas catchy, il manque de quoi, on laisse tomber. Puis on recommence. Tu sais, quand j'ai fait Liberté, là, j'ai passé un mois à temps plein là-dessus, là, parce que moi, je ne savais pas quoi me garrocher. Là. Puis, Eric, il venait écouter les mélodies, il disait c'est pas bon, ça, change ça. J'essayais d'autres choses, j'essayais d'autres mélodies. Tu sais, c'est essai-erreur. Hein, quand tu n'es pas content de ta mélodie, ben tu changes. Puis quand tu arrives à quoi que toi, tu aimerais entendre, puis que tu aimes, qui te donne des frissons, ben là t'es sur la coche. Ah ouais, c'est ça. Puis, vous parliez tantôt un peu de vos inspirations. C'est quoi les groupes qui vous inspirent vraiment dans ce que vous faites en ce moment? Vas-y, Eric, pour ta part, vu que tu as composé le dernier album. Ben là, le dernier album, je n'étais pas inspiré vraiment par grand-chose parce que c'était des tunes que j'avais écrites. Il y en a qui, sur l'album 15, il y en a qui datent de 10 ans, 15 ans. Tu sais, okay. Mais là, tu vois, je compose des nouvelles tunes de ce temps-là, puis tu sais, je suis inspiré par des choses plus heavy, là, plus... c'est juste parce que je veux le dire, genre, ben, j'ai un blanc. Mais Francis prend la relève, si je vais aller chercher. Non, mais moi, mes influences, c'est en fait, c'est beaucoup de punk. Moi, j'ai écouté du AC/DC, j'ai écouté du Kiss, j'ai trippé sur Ozzy, j'ai trippé sur Black Sabbath. Van Halen, j'ai trippé sur toutes les bandes rock inimaginables. Même Motley Crue à l'époque, des bandes, air bands. J'écoutais du Poison, n'importe, Guns N' Roses. Mais de là à dire que c'est mes influences, je ne sais pas trop. Puis plus tard, j'ai connu le punk. Moi, j'étais un maniaque de Social Distortion, de Face to Face. J'aime les bandes comme ça, avec des mélodies justement fortes. Fait que c'est ça, moi, je suis dans ce style-là, Face to Face, Social Distortion. Les Ramones, j'ai adoré les Ramones, c'est une de mes bandes fétiches. Simple, mais mélodiquement très accrocheur, comme tu disais tantôt. Ça, c'est... Les Ramones, c'est je pense que c'est des kings là-dedans. Absolument. J'étais maniaque des Ramones. Des petites tunes courtes, répétitives qui rentrent dans la tête. Là. Les Sex Pistols. Quand j'ai connu le punk, là, écoute, j'ai découvert un univers incroyable. Là. Je pensais pas... C'est comme du country, mais plus rapide, mélodique. Là. Mm-hmm. Ça me plaît. J'aime beaucoup le country aussi. Là.
Mais on le fait, mettons, plus rapide, plus punk un peu, mais les mélodies, comme tu dis, que ce soit country, que ce soit rock, il n'y a pas de différence. Là. C'est juste le son qui change. Non, ouais, c'est ça. As-tu retrouvé ton band, Eric? Oui, ça s'appelle Gemini Syndrome. C'est un band que j'ai découvert là, 3 ans à peu près. J'ai capoté là-dessus, ben raide. Je sais pas si tu connais ça. Non, je connais pas ça. Mais je t'enverrai le lien. Là. Ouais, je vais aller découvrir ça avec. C'est un band qui. Je pensais qu'elle allait sortir un nouvel album en 2020, puis malheureusement, je pense que la pandémie a eu raison d'eux autres. Là, mais c'est ça. En tout cas, moi, ils m'ont fait capoter. Puis ouais, sur certaines tunes que j'ai composées dernièrement, c'est un band qui m'a influencé. Mais tu sais, comme Francis disait, moi, on a tellement d'influence. C'est tout le côté pop-punk, Sum 41, toutes ces affaires-là, j'ai toujours trippé sur ces bandes-là. Ça m'a beaucoup influencé là, dans tout ce que j'ai fait. Ouais. On a eu la chance de jouer en première partie de Sum 41 une couple de fois en plus à l'Agora à l'époque. Fait que, ouais. Ça doit être le fun, hein? Ouais, on a eu des shows le fun, ouais. C'est pas les gars les plus sympathiques au monde, mais. Non, c'est ça que j'allais dire. On s'entend que c'est pas gênant. Là, c'est une bonne gig, là, mettons. C'est le fun de rajouter une gig avec Sum 41 au CV. Ouais, on a fait 3, je pense, première partie de Sum 41. 3 fois. Fait que ça pour vos influences, c'est ça. Puis on va parler un peu de ça. Là. Ça fait une couple de fois qu'on revient là-dessus sur la liberté d'expression. Puis tout ça. Vous avez ça en 2003, vous avez sorti la chanson Liberté. Qui a été. Le vidéoclip, ça a été filmé durant les manifestations du 22 juillet 2004 à Québec. La manifestation qui était contre le CRTC qui voulait fermer Radio X. Exact. Dans le fond, que ça s'est ramassé comme je pense que c'est 50 000 personnes là, qui manifestaient dans les rues et tout ça. Ouais. Comment vous avez vécu ça, cet événement-là là, de Québec? Parce que vous autres, vous avez fait un show à cette place-là, cette fois. Oui, à la fin de la marche, on jouait à l'Agora. On faisait un spectacle à l'Agora à la fin de la marche avec les 50 000 personnes. Effectivement, là, il n'y a pas 50 000 personnes qui sont rentrées dans l'Agora. Mais l'Agora était plein. Mais non, c'était toute qu'une époque pour les pistolets. Je te dirais, puis je parle même d'une époque historique, hein, parce qu'on n'avait jamais vu ça, là, un organisme gouvernemental qui veut fermer une radio. Là, c'est comme irréel un peu. Ouais. Puis je pense que c'était une radio quand même importante aussi pour la musique underground puis tout ça. Moi, c'est mon point. C'est que, tu sais, en fait, c'est une des premières radios qui nous a donné une chance de nous faire entendre. Même avec Penelope, avant les pistolets. Là. Mm-hmm. Puis, il faisait jouer beaucoup de bandes de relève. Il ne faisait pas jouer nécessairement toutes les bandes de Montréal qui jouaient sur toutes les radios. Eux prenaient des bandes locaux ou, peu importe, les bandes francophones qu'on n'entendait pas nulle part, puis ils les faisaient jouer. Fait que moi, déjà là, qui veulent fermer une station comme ça, c'était comme une des seules qui faisait ça à l'époque. Nous, on était complètement en contre, là, c'est sûr que. Tu sais, puis c'est une radio qu'on écoutait aussi, mais. Fait que c'est ça. Moi, mais on pensait pas que que la chanson allait devenir comme l'hymne national de la liberté d'expression pour soi. Parce que c'est comme devenu un peu. Puis il y a eu des répercussions à cette tune-là. Hein. On s'est fait barrer partout, on s'est fait censurer, on s'est fait. Ah ouais. Parce qu'un band rock québécois peut pas s'identifier à une radio supposément de droite. Là. Habituellement, les artistes sont tous à gauche. Mais là, nous, en faisant Liberté, on s'est comme fait. On est embarqué dans le package de choix comme se faire traiter de raciste, d'homophobe, de misogyne, toutes ces affaires complètement débiles. Là. Puis, c'est ça. Mais sincèrement, moi, on m'avait demandé de composer une chanson là-dessus parce que je n'avais pas pu aller témoigner. On jouait à Rouyn-Noranda. Je n'avais pas pu aller témoigner devant le CRTC l'importance que la station avait pour les groupes locaux comme le nôtre. Puis, Patrice Demers, qui était boss à Choix FM à l'époque, m'avait demandé fais une chanson, Francis, au pire. Puis, ça aura peut-être un impact positif sur. Puis moi, j'étais complètement débalancé quand il m'a demandé ça, parce que là, moi, faire une chanson sur la liberté d'expression, là, on s'entend que c'est large. Là. Ouais. C'est garoché, là. Je veux dire,
liberté d'expression, c'est large. Puis là, je suis allé louer des livres à la bibliothèque là, sur la liberté d'expression. J'ai lu, je me suis inspiré de plein de choses pour arriver à la fameuse toune Liberté qui a frappé fort, là, sérieusement. Puis vous voyez ça comment aujourd'hui, mettons, avec ça, justement la liberté d'expression aujourd'hui, avec, tu sais, comme il y a eu Mike Ward avec le petit Jérémy, il y a eu un professeur aussi qui s'est fait amener en cours pour avoir présenter un livre qui avait une scène de pédophilie, je pense, dedans, ou quelque chose comme ça. Oui, il y en a plein. Il y a là, il y a Facebook qui a embarqué aussi en bloquant des Alexis, tu sais. Moi, j'ai pour mon dire que, tu sais, moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Moi, j'aime ça savoir c'est qui l'imbécile qui est raciste à côté de moi, tandis que de pas le savoir puis de me tenir avec, tu sais. Ouais. Puis d'avoir le choix de l'écouter ou pas, hein. Ouais, aussi, tu sais. Puis je pense que c'est parce que il y a Mike qui avait dit ça à un moment donné, Mike Ward, qui avait dit, tu sais, si tu coupes la liberté d'expression, tu sais, oui, t'empêches un tata de dire des affaires qui ont pas d'allure, mais t'empêches aussi quelqu'un de super intelligent de peut-être dire quelque chose qui pourrait changer de quoi, tu sais. Ouais. Oh, effectivement. Fait que je sais C'est pas mieux vous l'entendre, c'est ça. je sais pas vous autres votre vision de tout ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, tu sais, ça doit vous fâcher de voir ça que, tu sais, ça a comme pas vraiment avancé, mettons, avec dans le temps 2004, tu sais. Non, ça l'empire. La rectitude politique, aujourd'hui, c'est de pire en pire. Là. Je veux dire, il n'y a plus de... Là, quelqu'un dit quelque chose qui ne fait pas l'affaire à un petit groupe, t'es barré. Là. Je veux dire, il n'y a plus de... Puis là, t'es barré, t'es censuré. Ah, il y en a qui trouvent ça drôle quand ils n'aiment pas la personne. Mm-hmm. Mais quand ça va être à ton tour de goûter à cette médecine-là, là, de te faire barrer toi-même, comme les humoristes, là, moi, je me souviens pas de quand on avait fait Liberté pour sauver une station de radio, là, je me souviens pas bien d'humoristes qui nous supportaient à cette époque-là. Puis là, ben, quand tu ouvres cette boîte de Pandore-là, ben, ce qui arrive, c'est que là, tu vois, là, les humoristes, ils passent dans le tordeur aussi. Ouais. Tantôt, ça va être n'importe qui qui est sur YouTube, sur Facebook. Quand ça ne fera pas l'affaire, ils vont barrer. Moi, ce que je me fais répondre, oui, mais c'est leur plateforme, ils ont le droit de barrer, c'est à eux. Oui, je comprends. Mais ça demeure de la censure quand même. Tu sais, je veux dire, ça peut beau être leur plateforme, c'est de la censure. Mais non, moi, je pense qu'on s'en va pas dans la bonne direction là-dessus. On en perd à tous les jours de la liberté. Puis les gens qui disent, tu sais, comme là, en temps de pandémie, bon, ben, la liberté est bafouée par le gouvernement pour sauver les personnes. OK, je suis d'accord, bon, c'est bon, OK. Mais il ne faudrait pas que ça perdure dans le temps, tout ça. Là. Non, c'est le temps que ça passe. Puis... À un moment donné, il faut trouver une certaine liberté personnelle aussi. Là. Puis la censure, moi, je suis complètement contre. Puis, regarde, moi, quand j'aime pas quelqu'un, j'aime pas ce qu'il dit, je ne l'écoute pas, je change de poste, puis that's it. Tu sais, tant que la personne, c'est pas des attaques, je sais pas, moi, racistes ou des attaques comme misogynes ou personnelles. Ça, c'est les tribunaux qui doivent s'en occuper. Mais c'est pas à la personne de censurer le propos, les propos parce que ça te plaît pas. Tu as le droit d'avoir une opinion différente. C'est ça que je trouve qu'au Québec, on a perdu. Là c'est comme la pensée unique. Il faudrait tout penser pareil. Là. Ça marche pas. Ça. Mm-hmm. Pensée unique, ça n'existe pas. Là. Moi, je veux rien savoir de ça. Pas dans une province de communiste quand même. Là. Mais c'est ça. Mais la liberté d'expression, en tout cas, je suis Charlie, là, ça a pris le bord. ouais, hein? Ah oui, ça n'a pas duré longtemps. Non. Puis toi, Eric, tu vois ça comment un peu? Bon, je te dirais que je suis pas mal d'accord avec tout ce que Francis a dit. Depuis qu'on a fait cette chanson-là, moi, je trouve que ça a tellement reculé. Puis aujourd'hui, je trouve que ça a disparu, la liberté d'expression. Au Québec, on a le droit de rien dire, de rien faire. La minute que quelqu'un dit quoi qui dérange un petit peu, ça devient un scandale. Puis là, la personne est barrée. Puis tu sais, ça n'a comme pas de sens. Ça n'a aucun bon sens. Non. Moi, souvent, j'essaie de me débrancher un peu de tout ça parce que ça me décourage. Puis ça me rend... c'est ça. Ça me rend malheureux, tu sais, parce que je trouve qu'on recule, tu sais. Je trouve ça vraiment plate. Puis, dans la période qu'on vit là, présentement, je trouve que c'est vraiment amplifié. Là.
Mhm. Et à cette heure, il n'y a plus personne qui a le droit de rien dire sur rien. Puis là, tout le monde se regarde avec un... Tu sais, lui, il doit faire telle affaire. Tu sais, puis là, tu peux plus rien dire. Ben, tu peux même plus questionner ce que les gouvernements font. Là, tu sais. C'est comme... Tu peux même plus te poser la question, hein, c'est-tu normal, ça? C'est comme... qu'est-ce qui se passe, là? De se poser des questions, là, t'es rendu un débile, un fou, un complotiste, un négationniste, en tout cas, note tous les noms. À un moment donné, là, si on n'a plus le droit de se poser des questions sur ce qui se passe, là, on doit tous s'enfermer chez nous. Non, c'est le pouvoir l'exprimer aussi. C'est comme tu disais tantôt, c'est le fun d'entendre les gens s'exprimer sur ça, sur tout, parce que tu sais à qui tu as affaire. Quand la personne n'a pas le droit de parler, tu ne sais pas qui est à côté de toi. Tu sais. Non, c'est ça. C'est vraiment... Ouais, c'est plate. On vit dans une drôle d'époque. Ouais. Qui n'est pas prête de changer, on dirait. C'est non, ça l'affaire. C'est ça le pire. Ce que je disais tantôt, c'est ça. Moi, ça me décourage. Tu sais. Je me dis, tabarnouche, on n'est vraiment pas sorti du bois. Tu sais. Mm-hmm. Puis, comme tu disais tantôt, le fait que vous vous êtes comme associé à Radio X, ça vous a nuit. Est-ce que ça... C'est comment vous vous êtes sorti d'un peu de tous ces dires-là sur vous autres ou... On s'est jamais vraiment sorti de ça. Non, on est... Le directeur musical à Montréal qui était assez quoi dans le temps, tu sais. Quand la tourne Liberté avait sorti, lui, il avait dit à notre gérant, il avait dit « Tant et aussi longtemps que je vais être directeur musical de C'est quoi, jamais les Pistolets Roses vont jouer sur cette station-là. » C'est pourtant, tu sais, on n'avait pas égorgé personne. Là. On avait juste écrit une toune sur la liberté d'expression. Puis, ça pouvait s'appliquer autant à eux autres qui sont de gauche qu'eux autres qui sont de droite. Hein. Absolument. Fait que, moi, ça m'a toujours... J'étais là. En fait, Alexandre, là, si ça avait été C'est quoi qui aurait voulu fermer, on aurait peut-être même composé ce tune-là pour eux autres. Là, je veux dire. Non, c'est ça. Vous n'avez pas pris un parti parce que c'était chouette. C'est parce que c'était... C'est parce qu'à un moment donné, oui, ils vont fermer une radio, mais là, les bands pourront plus dire ce qu'ils pensent. Les bands, puis là, ça tout découle. Là. Non, là, à un moment donné, quand tu trouves ça, là, c'est une boîte de Pandore de même, tu n'es plus capable de la fermer après. Là. Mais c'est ça qui arrive, on le voit. Ouais, c'est ça, là, on a les répercussions aujourd'hui de tout oui, ça. absolument. Mais c'est ça, c'est une histoire qui nous a suivis, qui nous suit encore aujourd'hui. Puis c'est correct, on l'assume, là, on l'a fait, puis on n'est pas... Non. Je suis fier de ce qu'on a fait, puis on l'a fait pour les bonnes raisons, puis tant pis, tu sais. On avait des amis dans ce boîte-là aussi. Là, je veux dire, il y a du monde qui allait perdre de job là-dedans aussi, puis c'est des gens qui nous avaient aidés, puis on ne l'a pas fait pour mal faire, là, c'est au contraire. Mais tu sais, on ne regrette rien. Là. On ne regrette pas ça parce qu'on a vécu tellement des beaux moments avec ce mouvement-là. Tu sais, jouer à Ottawa, dans le Parlement d'Ottawa, Liberté. C'est historique, oui, mais pour nous autres, c'est incroyable. Là. Le feeling d'être là devant c'était magique. C'était magique. C'est énorme. Là. Moi, je me sentais comme le chanteur de Rage Against the Machine. Qui se révolte contre tout. Là. C'était malade. C'était vraiment quand même. Là. Il y a toujours des bons côtés, puis il y a des répercussions, mais ça... Quand tu fais de quoi dans la vie, il faut que tu assumes. Hein? Ouais, c'est ça. C'est la première chose à faire. Exact. Sinon, tu perds la face. Là, puis là, sinon, tu fais rien. Ouais, c'est ça. Puis, pourquoi qu'il y a eu un 10 ans quasiment entre les deux derniers albums? Tu veux dire entre l'album 15 puis... je sais pas. À un moment donné, après le troisième album, tu sais, Miguel, notre drummer, était parti. Fait que, tu sais, on avait moins de motivation un petit peu pour faire des nouvelles tunes. Puis notre gérant aussi, en fin de compte, il y avait pas mal de monde qui avait crissé le camp. Fait que... non, je sais pas. La motivation était moins là un peu pour faire des nouvelles tunes. Puis... Fait que c'est ça qui a fait que le délai était... Puis moi, je suis arrivé en 2015-2016, comme je l'ai dit, j'avais bien du temps à tuer, fait que j'avais du temps pour faire des tonnes, puis c'est un peu pour ça que cet album-là a vu le jour, parce que peut-être qu'il n'y en aurait jamais eu d'autres.
Ouais, parce que moi, quand j'ai acheté ma maison il y a 8-9 ans, ben j'ai 3 garçons. J'ai pas ressorti ma guitare. J'ai jamais ressorti ma guitare depuis 8 ans que je suis dans la maison. Tu sais. Ok. C'est comme. J'avais comme plus le temps de composer. Tu sais. Je travaillais, je m'occupais de mes gars les fins de semaine, le hockey. Tu sais, à un moment donné, c'est dur de s'y remettre là, à écrire puis à composer. Là. Mais là, tu vois, là, on recommence. Là. Eric, on a des nouvelles chansons qui s'en viennent. Moi, j'ai recommencé à jouer, j'ai recommencé à sortir ma guitare. Ben, dans le confinement, on avait plus de temps. Plus de temps, c'est sûr. Ouais. Ouais. Plus de temps à tuer. Fait que ça m'a permis justement de reprendre ma guitare. Puis, Ouais, puis moi, en fait, ce qui se passe là, avec tout ça, là, tout ce qui se passe aujourd'hui au Québec, là, puis avec cette pandémie-là, moi, ça m'a redonné le goût d'écrire. Parce qu'un artiste, en fait, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent de ça. Là. Moi, j'en fais partie. Là. Moi, j'ai besoin de m'extérioriser. Puis notre manière de s'extérioriser, c'est en écrivant des chansons. Ou en mettant des posts sur Facebook, tu te fais ramasser. Là. Ouais. Mais non, sincèrement, j'aime mieux m'extérioriser en créant de la musique. Fait que là, je me suis remis avec Eric à composer. Puis tu vois, ce qu'on écrit, là, c'est un petit peu plus sérieux que ce qu'il y a sur l'album 15. Ok. Oui, ça va être un peu plus rock. Êtes-vous plus, Ouais, c'est un peu fâché? ça bûche un peu plus. Ouais, on est pas mal plus fâché, ouais. Ouais, exact. C'est beaucoup moins joyeux. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu de quoi un peu que vous enlignez, tu sais, des idées de thèmes un peu que vous vouliez approcher pour le prochain? Ouais, ben les thèmes, ça parle. Il y a une toune qui parle d'anxiété, carrément. Moi, je suis vraiment le king là-dedans. Ok, une personne très anxieuse. Ouais. Le pop guy anxieux. Oh, oui, de ce temps-là, là, c'est dans le pic. Puis sinon, on parle des réseaux sociaux, on parle aussi justement des gouvernements, du mensonge, en général, de tous nos beaux politiciens qui, fait que ça tourne autour de ça. Puis la chanson que moi j'ai écrite, ben, c'est Eric qui est en train de regarder les textes. Mais tu vois, moi j'ai perdu mon père l'année passée. Ok. Il va y avoir une chanson probablement là-dessus. Là, sur mon enfance avec mon père. Puis, Ben, pas probablement. ouais, fait pas. C'est presque fini. D'ailleurs, il faut que je te montre le texte tantôt. C'est bon. OK, c'est bon. Yes, bon, ben, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. J'ai tout le temps, quand j'ai vu que votre dernier album il était sorti en 2008, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai raté le bateau ben raide, moi. Puis là, j'attendais de voir s'il allait avoir de quoi. Puis quand vous avez sorti comme avant, là j'étais comme, oh tabarnak, ça revient, là, Chris. Ça, c'est ma chance, là. Mais tu vois, Alexandre, comme avant, là, c'est ça, là. C'est la chanson à Miguel, notre drummer. Ok. C'est la première fois qu'il écrivait une chanson. Quand il est venu chez nous, on a trouvé ça super catchy là, comme chanson. Puis on l'a fait à Nick. Nick, il l'a arrangé de Kamakazi. Puis il a fait vraiment une belle structure, quand même très accrocheur, la tune. Mais il faut le mentionner, c'était une chanson de Miguel, notre drummer. Ok. Puis, la première fois qu'il écrivait. Est-ce que vous pensez retravailler avec Nick pour le prochain? On s'en est parlé, mais Nick est pas mal occupé. Il est rendu papa, puis un papa 2 fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, on s'en était parlé il y a quelques mois, mais tu sais, ça donnait pas. Puis moi, j'ai quand même... Ben, tu sais, on n'a pas vraiment de contact, nous autres, studio, tout ça, tu sais, fait que... mais à Montréal, je connais un peu de gens qui peuvent peut-être nous aider là-dedans. Là. Fait qu'on a des projets, là, d'enregistrer à Montréal avec des musiciens là-bas, là, Okay. Dans le fond, un des gars qui a enregistré avec nous autres les 2 premiers albums, ben, pas les 2, les 3 premiers albums, Guillaume Doiron, là. Okay. Qu'on aimerait bien réinviter avec nous autres à enregistrer les quelques tunes là, qu'on va faire. Fait qu'on y en a parlé, puis ça l'intéressait. Fait qu'à voir si ça va se concrétiser, mais ça devrait ressembler à ça. Là, puis on va voir ensuite avec qui d'autre on va travailler.
Good. Est-ce que vous vous enlignez pour faire vraiment un projet pour le prochain album vraiment indépendant que c'est vous autres qui vous faites je sais pas si vous depuis le début parce que vous avez été sur des labels, je sais pas si les labels des fois avaient un mot à dire sur ce que vous faisiez ou vice-versa ou c'était plus en distribution vos contrats puis tout ça là? Non, ben, on était chanceux. On avait notre label qui était là, New Rock, a jamais... il n'a jamais rien dit. Okay. Notre gérant qui était aussi le gars qui travaillait pour la compagnie de disques, on lui faisait entendre les tunes, on lui disait ça va être ça. Puis, lui, vous aviez 100% la liberté 100% de faire ce que sa vous avez confiance, tout ça. Ouais. Fait que, ben, sinon, pour ce qui s'en vient, ben, c'est produit entièrement par nous autres. Là. OK. Puis est-ce que vous aimez ça de travailler de cette façon-là ou vous aimez mieux plus être encadré avec un label puis tout ça? Bon, c'était plus le fun d'être encadré, ça coûtait moins cher. Ouais. Ça oui, mais aujourd'hui, par exemple, c'est plus facile d'en faire. Là. Ben, je te dirais que le côté le fun, c'était quand on avait une compagnie de disques, c'est que la promotion, toutes t'es vraiment bien entouré, tu as une équipe qui travaille avec toi, tandis que quand tu fais ça seul, ben là, c'est toutes nous autres qu'il faut qui travaillent les communications, faire connaître la sortie d'album. Ah ouais. Ça, c'est un peu moins... Moi, en tout cas, c'est moins mon trip. Là. Moi, je préfère écrire des chansons et les enregistrer, mais ben, il faut le faire, puis c'est comme ça. Puis à cette heure, la plupart des bands indépendants le font. Là, fait que, on le fait aussi, puis c'est bien correct. Mais c'est peut-être cette partie-là, moi, personnellement, qui me fait moins... Est-ce que ça vous tenterait, mettons, d'aller... peut-être un contrat, comme tu dis, comme en distribution, mettons, avec, on va dire ça comme ça, Hell for Breakfast, Slam 10, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant pour vous autres pour justement enlever ce côté-là? Bon, c'est sûr que si on avait des offres, si l'occasion était là, oui, mais on n'a pas d'offre, fait que ça va être ça. Puis aujourd'hui, moi, ben, je vais vous... Parce que moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire dans la vie. Okay. C'est ça que je fais comme travail. Puis, cool. Je me suis lancé comme défi d'essayer de faire découvrir la musique plus alternative aux jeunes. Puis, là, ça a un peu joué contre votre faveur aujourd'hui parce que malheureusement, je suis tombé dans des écoles anglophones cette année. OK. Fait que, côté franco, ils sont un peu moins ouverts déjà en partant. Mais j'ai vu quelques jeunes quand même faire un peu de headbang sur quelques chansons qui ont joué aujourd'hui dans l'autobus. Comment vous trouvez ça à essayer d'aller rejoindre un public plus jeune comme ça? Ils sont moins exposés à ce genre de musique-là. Pensez-vous que ça amène que peut-être le genre va peut-être mourir à force que les jeunes sont vraiment plus pratiquement plus intéressés par ça? Comme vous aviez commencé dans un moment où ce que le pop-punk, le punk était vraiment à son pic là, dans les débuts 2000 puis tout ça, 90-2000. Aujourd'hui, on voit un peu que le monde recommence à avoir un intérêt, mais c'est tout du monde passé quasiment la trentaine là, qui retombe, mettons, dans leur goût d'adolescence. Je sais pas comment vous voyez ça, vous, aller essayer d'aller chercher les jeunes. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de faire? Ben, tu sais, nous autres, rendus là où est-ce qu'on est, c'est comme les nouvelles tunes qu'on va lancer, tu sais, on va lancer ça dans l'univers, puis on verra ce qui va arriver, tu sais, mais... Tu sais, les jeunes, moi, en tout cas, je vais parler pour... j'ai un gars, moi, qui a 19 ans, tu sais, qui trippe bien raide sur le rock, le heavy. Tu sais, un des gars français aussi, là, a découvert ça il n'y a pas si longtemps, là, tu sais, le punk. Fait que, tu sais, les jeunes, ils s'intéressent à ça. C'est sûr que c'est pas ce que c'était, là. Mais ils sont beaucoup moins exposés, c'est ça qui arrive. Oui, exact. Mais on dirait que quand ils goûtent à ça, ils trippent vraiment sur... Moi, j'ai 3 gars, puis j'ai fait du rock toute ma vie. Mes 3 gars, ils écoutent du rap, juste du rap. Il y a mon plus vieux qui a découvert le punk un peu.
Mais le rap est vraiment fort chez les jeunes, moi, je trouve, aujourd'hui. Ouais. Ça a comme changé ça a comme changé, ça a switché sur le rap. Là. Mais moi, je pense que c'est comme un cycle. J'ai l'impression que le rock va revenir. C'est comme une roue. Là, tu sais, j'entends des chansons qui sortent, qui reviennent comme au rock des années 80, 90. Tu sais, je sais pas. Moi, je pense que ça va revenir. C'est un cycle. Puis les bonnes mélodies, ben, tu sais, comme Eric il dit, moi, je pense que ça peut aller chercher des jeunes comme des plus vieux. Là. Quand la chanson est vraiment bonne, j'ai l'impression que les jeunes peuvent aimer ça. Là. OK. C'est comme moi, mon plus vieux, là, il écoute du Green Day, il a découvert Offspring, il a découvert des bands qu'il trouve Du super vieux Green bons. Day, j'espère. Ouais. Non, mais il aime les bonnes mélodies, tu sais. Non, ouais. Puis, il écoutait du rap, mais tu sais, il est comme Juice WRLD. Il m'a fait connaître Juice WRLD. Je ne connaissais pas le jeune. J'adore ses mélodies, j'adore le gars. Bon, il est décédé trop jeune, là, mais sa musique, elle va rester. Puis, il écoute des mélodies de Green Day, puis on voit que Ça finit par se rejoindre un peu. ben, ça se rejoint. Tu sais, c'est comme ça. Tu sais, je sais qu'il y a du rap qui n'a pas de mélodie, là, je suis conscient de ça. Non, ouais. J'en Mais je entends pense plus. qu'aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de plus en plus de rap qui a du chant aussi. Là. C'est pas Oui. juste, Ouais, c'est pas vraiment. juste quelqu'un qui va slammer par-dessus un beat ou Exact. quelque chose de même. Tu sais, mettons, je vais prendre par exemple Noé Talbot là, qui est dans 1000 projets. Là, il y a pas longtemps, il a sorti un album avec Super Punk qui est selon le Journal de Montréal on fait la critique puis on dit que c'était l'œuvre le plus anarchique qui avait sorti depuis longtemps sur le marché. Puis mais Noé, il fait du folk sur le nom de Noé Talbot. Il y a Super Punk, il y a Fortune Cookie Club qui fait du punk. Puis il y a aussi parti un projet qui s'appelle Salmine, qui est du rap. Puis c'est ça qui m'expliquait, je le passais en entrevue, puis c'est ça qui l'a amené vers ça. Tu sais, oui, c'est un gars qui est maniaque de la langue française. Fait que de trouver les rimes, de slammer là-dessus, il a commencé par s'apprivoiser avec le slam, puis il a amené ça, tu sais, c'est ça qui me disait, le rap plus chanté, puis tout ça, qui a vraiment une mélodie. Puis je pense que c'est ce côté-là qui va peut-être rejoindre plus le style, les autres styles. Là. Ouais. On en voit de plus en plus. Là. Moi, ce que j'aime du rap, ben, ceux qui en font, ils ont la chance de faire des histoires beaucoup plus complètes parce que, tu sais, dans le slam, comme tu parles, les autres, là, ils peuvent écrire l'histoire d'une vie au complet dans une tune. Non, ouais. Dans le rock'n'roll, c'est différent. Là. Tu peux pas faire ça trop long de même. Là. C'est comme... Non. mais c'est vrai que le rap aussi s'est transformé. Je veux dire. En fait, comme Juice WRLD, que je connaissais pas, le jeune, ce que j'ai appris, c'est qu'il aimait beaucoup les mélodies des bands punk. Là, c'est que c'est plus mélodique que rap, mais il est capable de rapper. En tout cas, c'est un œuvre. Il y en a un rappeur là, américain qui vient d'en sortir. Il vient de sortir un album, le rappeur c'est Machine Gun Kelly, je sais pas si Oui. qui vient juste de sortir un album de pop punk là, avec Travis Barker que personnellement j'ai trouvé que c'était quasiment un fuck you à Blink là, quoi. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. Mais, tu sais, si on compare l'album de Machine Gun Kelly avec le dernier album de Blink, on s'entend que Machine Gun a une longueur d'avance. Ouais. d'avance sur eux autres. Ouais, tout à fait, vraiment. Puis je sais pas, j'ai l'impression que le fait qu'il a été chercher Travis pour faire son album, tu sais, Travis produit la plupart des tunes en plus. On dirait que c'est comme un fuck you de gars. Tu vois, là, vous avez un esti de bon potentiel avec vous autres, là, puis vous l'utilisez même pas comme il faut. Là, ouais, c'est vrai. puis je pense qu'un move comme lui vient de faire, ça va amener des jeunes à peut-être aller découvrir le pop-punk. Et voilà. Parce que, tu sais, lui, c'est ça, il fait du rap, il est connu dans cette scène-là, puis, tu sais, il y a eu des... Il s'est fait beaucoup parler de lui avec ses... Il y a eu du beef, là, comme qu'ils disent, là, avec Eminem, puis tout ça, fait que on a beaucoup entendu parler de lui sur ce côté-là. Ouais, puis je pense que ça va avoir une bonne répercussion pour la vraiment, scène plus punk. Ouais, c'est un bon mélange des genres, en fait. Ouais, vraiment. Puis moi, j'ai écouté l'album, puis j'ai vraiment aimé ça.
Ah, moi aussi, j'ai parti du reculon en esti quand j'ai entendu qu'il sortait un album de même. J'étais comme, ça va être dégueulasse, esti. Puis finalement, j'ai bien aimé ça. Il est rentré dans ma liste d'écoute. Mais son cover de Misery Business, dégueulasse. Ouais, non, moi, j'ai pas... non, je préfère l'original. Ouais, puis je sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans sa voix pour le refrain, là. Il a mis tellement d'autotune là-dedans, là. Ça a vraiment tout scrappé. C'est ça. L'autotune, ça peut être pratique, mais ça peut détruire des... Ouais, mais trop, c'est insupportable. Ouais, c'est ça. Puis il y a ce côté-là qui est souvent dans le rap d'aujourd'hui, là. Ils en mettent en esti de l'autotune. Oh, il y en a trop, absolument. Tu peux même pas dire c'est quoi leur vraie voix, là. Moi, j'ai resté surpris un peu d'entendre sa voix, qui est quand même très rauque, là, à lui, là. Non, mais c'est ça. Tu vas y voir en show, puis on dirait que c'est pas les mêmes. Ouais. C'est pas le même chanteur. L'autotune, ça tombe ses nerfs. Là. Les autres, ils te mettent ça à 100%, ils te bougent ça au fond. Là. Non, ouais. C'est beaucoup trop. Là. Même Cher, quand elle chante avec l'autotune, c'est insupportable. C'est comme... Vous autres, l'autotune dans vos tunes, les gars. Non, pas bien. Oui. On n'est pas oubliés. Non. On aime mieux refaire les tracks. Ouais. Les reprendre. Ouais, quand tu as chanté au studio Annick, il n'y en avait pas de temps. T'en as pas Non, on n'a pas fait. Mais il y a une chanson à un moment donné qu'on l'a utilisée. Là. On a triché un peu. Ça peut arriver quand tu n'es pas capable de pogner à la note là, trop haute. Là. Ouais. Tu as besoin d'un petit coup de pouce, mais c'est très, très rare avec les pistolets qu'on utilise ça. Là. Tu sais, je sais que l'autotune aujourd'hui, tu peux faire chanter n'importe qui ne sait pas chanter. Non, c'est ça qui arrive. Là. C'est fou raide, là. Le gars qui n'est même pas capable de faire une note, tu es capable de le faire chanter sa note. C'est incroyable. Là. En spectacle, c'est plus compliqué. Ouais. Puis, pour revenir un peu sur votre prochain album, ben là, j'ai eu pas mal ma réponse tantôt. Ben, est-ce que vous allez avoir encore... parce que je trouve que c'est un point fort de votre band. Vous avez des chansons très calmes aussi, quasiment acoustiques, dans presque tous les albums. Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir encore pour le prochain? Pas vraiment. Ben, en même temps, là, c'est ça, tantôt on parlait de nouvelle tune, mais ça ne sera pas un album complet, ce qui va sortir. En tout cas, on verra, là, mais on pense plus sortir un genre de mini-album, 5-6 tunes. Puis non, il n'y a pas vraiment de balade. Non. Il y a une tune qui est plus mollo, là, mais sinon, à date, c'est des tunes qui sont assez... Me suis fait avoir par votre dernier post Facebook du 2 janvier. Ah ouais? Ouais, avec vos 2 photos de guitare acoustique. Ah ouais, c'est drôle parce que cette photo-là, c'est une photo qui date de 15 ans. Fait que, ben, tu sais, on compose beaucoup acoustique. Tu sais, toutes les tunes qu'on compose, c'est... En tout cas, pour ma part à moi, tu sais, je compose tout ça sur une guitare acoustique. Puis après ça, je m'en vais sur mon ordi, puis je fais des maquettes, mais c'est ça. Ça part toujours d'une guitare acoustique. OK. Oui, quand la chanson est bonne, acoustique, t'as la clé. Là. D'après moi, ça peut être une bonne chanson. Il y a bien des chansons qu'on écoute à AV, puis tu as des versions qui sortent acoustiques, puis tu vois que c'était très bien écrit, les mélodies sont fortes. Tu entends plus ça mélodiquement quand c'est acoustique. Puis, vous avez fait le Rockfest en 2017. Oui. C'était comment de participer à ce gros festival-là? Moi, j'ai vu votre show. C'est la première fois que je vous ai vu en show. Ben là, c'est un petit peu loin, mais nous autres, on avait un chum en fauteuil roulant qui faisait du body surfing. Oui, je me souviens. C'est ma gang, ça. Non? Ah oui, je me souviens de ça, ben oui. Je m'en souviens, c'était malade, ça. Yes. Comment vous avez trouvé l'expérience? Toi, vous l'aviez faite en 2015 aussi avec Penelope. Oui, on avait fait avec Penelope. On l'a fait aussi en 2010, je pense. On l'avait fait aussi quand c'était plus petit. Là. Il y avait beaucoup moins de monde à cette époque-là. Okay. Ouais. C'est la 3e fois qu'on le faisait, en fait, en 2017. Mais c'est toujours le fun, le Rockfest. C'est vraiment une grosse communauté. C'est hallucinant quand même. Là, on a vraiment trippé ça. Le dernier, on a vraiment, vraiment trippé fort. Ouais.
Ouais, on Ouais, s'est vous gâtés aviez pas de mal. l'air d'avoir du fun. En tout cas, sur stage, là, moi, c'est la première fois que je vous voyais, là, puis j'ai pas été déçu. Là. Moi, j'étais un gars de ben des prestations live, là, je suis encore... Moi, dans ma gang de chums, on me dit que je suis difficile sur la musique, puis je suis difficile je suis difficile avec les bands, là, fait que... Mais vous avez une belle présence sur scène, puis une aisance vraiment, vraiment cool, là, puis je pense que des festivals comme ça doit être intense. Il doit y avoir un stress quand même gros qui vient avec... surtout, mettons, pour toi, là, qui est une personne qui est anxieuse, puis tout ça, c'est-tu quelque chose qui t'en crée de l'anxiété de participer à des événements comme ça? Non, ben bizarrement, moi, je suis plus anxieux quand je suis pas dans des événements comme ça. Dans des événements comme ça, je suis comme... je sais pas. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, je suis tellement dans mon élément que ça va, tu sais. Mais, fait que oui, je vais être nerveux, tu sais, mais j'aurai pas vraiment d'anxiété ou quoi que ce soit. Mais, ces événements-là, c'est vraiment le best, tu sais. On a tellement de plaisir, puis en même temps, on est tellement... Tu sais, quand tu vas dans un événement comme ça, tu es tellement bien traité, tu arrives là, il y a plein de monde qui sont là pour t'aider, puis... fait que, tu sais, t'es comme dans des conditions idéales pour donner un bon show, puis avoir du plaisir. Fait que c'est ça, tu sais, que la dernière fois qu'on a fait ce show-là, c'était ça, là. Ben, tu t'en souviens, il faisait tellement beau. Ouais, pour la Saint-Jean, c'était une Saint-Jean parfaite, là. Tout était parfait, c'était les conditions. Puis, tu sais, on a pu rester sur le site après, fait qu'on... Tu sais, on a eu bien du fun. On s'est promené backstage, aller voir toutes les bandes, puis... Fait que, tu sais, ça a été vraiment une belle journée qu'on a eue cette fois-là. Tu sais. Ouais, on a même hérité du lunch à Rammstein. Les sous-marins, les sandwichs de Rammstein, c'est nous autres qui a hérité de ça. Ils les ont pas mangés. Ouais. Il en voulait pas. La mère à Alex, elle trouvait qu'on n'avait pas été payé cher. Puis là, elle dit hey, pour vous compenser, vous pouvez prendre les sous-marins à Rammstein, ils ne les prendront pas, eux autres. Il y avait une grosse assiette de buffet de sous-marins. On est parti avec tout. On les sortis dehors, on a distribué ça comme Jésus avec le pain. Là, on l'a donné à tout le monde. Et là, on s'est ramassé sur un bateau avec du monde qui était parqué à l'arrière du gros stage avec le bateau sur l'eau. C'était fou, raide, là. Sérieux, c'est un méchant trip. Là, quand tu traverses le lac, tu t'en vas au Montebello, au château. Là, c'est comme... les festivals, c'est quand même ce qu'il y a de plus cool à faire. Mm-hmm. Si Puis on le est Rockfest, c'est vraiment une expérience à vivre. Là. Tant qu'à être dans la portion show, on va s'enligner un peu pour closer ça tranquillement. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Ouais, ça passe vraiment vite. Je vais vous demander, les gars, ça c'est la question à Marco, c'est mon co-animateur qui pouvait pas être là finalement ce soir. Votre pire et meilleur show, ça peut être dans autant Pistolet Rose ou ça peut aller avant Pénélope ou quelque chose comme ça. Ben, le pire, Eric peut t'en parler, là. C'est facile à cibler pour les pistolets. Là. Ouais. Ben, il y en a deux pires, mais il y en a beaucoup de pires, là, mais en tout cas, on va en choisir. Il y en a 2 en particulier. Un qu'on a fait à Saint-Basile. Dans Port-Neuf. Dans Port-Neuf. Ça a été un show. Une catastrophe. C'était l'apocalypse, vraiment. On arrivait d'un show de la veille à Rivière-du-Loup. OK. On n'avait pas beaucoup dormi. Puis on avait comme recommencé à faire le party dans la journée avant d'aller faire le show à Saint-Basile. Une bonne idée, ça. Ouais, c'était vraiment la meilleure idée. Fait qu'on est arrivé là-bas, tu sais, puis c'était quand même assez... oui. Mais c'est parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer d'alcool dans la salle. C'était un show pour les jeunes. Puis nous autres, on a fait nos provisions avant. On s'est comme... un petit pré-drink avant de sortir. Mais non, mais ça a mal été. Je veux dire, oui, j'étais défoncé. Puis il n'y avait quand même pas trop de monde. Puis ma basse a lâché. Le show a duré 1h30, puis on a joué 5 chansons. Fait que juste pour te dire que ça a bien été. Ah, ouais, hein? Un show d'1h30 avec 5 tonnes. Ouais.
Puis mon guitariste, il m'a dit, parce qu'on avait filmé le show, puis quand on a réécouté ça à jeun, il m'a dit, j'en ai vu des shows punk rock, Francis, mais celui-là, là, c'est imbattable comme show. Si à un moment donné, Alexandre, j'ai la chance, on t'envoiera le show qu'on parle en ce moment. Là. C'est À un bon. moment donné, je tombe dans le drum, le chapeau en vol. C'était terrible, sérieusement. Je ne sais pas quel autre que tu avais de pire en tête, Éric, là, mais celle-là, c'était... Ben, c'est juste parce que tantôt, on parlait de... Tu sais, on avait été faire un show à London. Là. Mais ça, c'est plus parce que c'est un genre de malaise. Là. Oui, ça, c'était... Ouais, non, on est allé faire un show à London, en Ontario, dans une école anglophone, mais où est-ce que les jeunes... c'est une université, je pense. Hein. Ouais, ben un genre de collège là, dans ce coin-là. Puis on jouait sur l'heure du midi devant des jeunes dans un collège, justement, là, tu sais, tous les jeunes qui venaient de familles sûrement assez aisées, tout ça, tu sais. Ils sont pas trop habitués avec ce genre de musique qu'arrache. Fait que là, tu sais, nous autres, on arrive là, tu sais, puis justement, encore là, la veille, on avait fait un peu le party, puis le lendemain, on était un peu maganés, puis on arrivait le midi, puis là, on trouvait ça bizarre. On jouait dans une genre de grande salle, là, tu sais, avec des grosses peintures, des recteurs. Des recteurs là, qu'il y avait eu depuis 1900, même des années 1800, en tout cas. Puis là, on arrive là-dedans, puis là, les jeunes, eux autres, ils sortent de leur cours, puis ils viennent s'asseoir dans la cafétéria, puis là, ils mangent le lunch, puis là, ben, nous autres, on part. Bon appétit! Les jeunes étaient tellement assommés. Là. On s'était fait avertir de ne pas dire de gros mots ou quoi que ce soit, tu sais, de vulgaire, tout ça. Puis, parce que là, on jouait dans cette école-là, mais dans l'après-midi, on jouait dans une école primaire après. OK. Fait que là, la directrice de l'école, elle vient nous voir, puis elle a dit là, elle dit, vous n'avez pas le droit de dire les mots fuck, le mot, tu sais, tous ces mots-là, elle dit. Fait que là, part la première toune, deuxième toune, fait que là, ça arrête. Mon Francis, il embarque. La première chose, il raconte aux jeunes que. Non, mais c'est parce que je présente la chanson Magané. OK. Là, je pense pas à ça. Là, je dis. Quand t'es how you fucked up. how you say that in English? Fucked up? Hey, la femme, elle me laisse arracher les cheveux de sa tête. Fait que là, je te dis, on a joué, encore là, on a joué peut-être. Elle nous a laissé jouer 2-3 autres tonnes. Après ça a été fini. Puis là, elle est venue nous voir, puis elle dit, on va vous payer. Puis elle dit, ça va être correct pour l'autre spectacle. Vous n'aurez pas besoin de le faire. Fait qu'on a fait Québec-London pour faire 20 minutes de show, puis on est retourné chez nous. C'était un show de malaise, vraiment. Une chance que la paye était bonne. Parce que... Ouais, mais là. Moi, j'ai des souvenirs de shows dans mon école quand j'étais au secondaire, là, puis je tripais quand les bands ils venaient jouer dans notre école. Je trouvais que ça amenait quelque chose, puis c'était souvent ça, tu sais, les bands, 3/4 du temps, c'est les bands punk rock qui venaient, tu sais. On avait fait souvent des shows dans des écoles secondaires sur l'heure du midi comme ça, où est-ce que c'était super cool, parce que, tu sais, ils fermaient les lumières dans le gymnase, puis là, tu sais, c'était vraiment un show avec de l'éclairage, tout. Mais là, tu sais, dans cette salle-là, là, c'était une cafétéria, c'était des lumières, là, des néons, tu sais. C'était vraiment malaisant. Non, pas du tout. Puis les jeunes, on aurait dit qu'ils n'avaient jamais vu un show rock de leur vie. Moi, je me rappelle, un qui m'avait vraiment marqué, là, c'était Old School Politics, qui était venu jouer à mon école secondaire. Moi, j'allais à Saint-Bruno de Montarville, là, à l'école de Mont-Bruno. Puis, il y avait, nous autres, ils jouaient dans l'Agora, les bands, quand ils venaient jouer. Puis l'Agora était, tu sais, c'était comme dans le centre de l'école, puis l'école avait 3 étages. Et le band est venu jouer, là, puis il y avait du monde, là. On était, quoi, 2000 élèves, peut-être, dans l'école, là. Mais les 3 étages, là, c'était à côté, là. Il y avait du monde partout, puis... Tu sais, pas parce que le band est connu, là, t'es pas plus connu. Il commençait, je pense, pas mal à en faire de la musique Old School Politics dans ce temps-là. Puis, juste tout le monde était là. Puis, bon, tu sais, il n'y a rien d'autre à faire sur l'heure du midi. Puis, exact. Tu sais, là, aujourd'hui, le guitariste, dans le temps de Old School Politics, il fait partie un peu du projet aussi. Puis, j'ai un autre podcast avec lui.
Puis il dit, lui, c'est dans ses meilleurs shows qu'il a fait là, à cette école-là. Là. Il dit, c'était malade. Là. Il dit, tu te regardais partout. Là. Il dit, tu te croirais comme dans le vidéoclip de Thunderstruck des AC/DC, tu sais, que tout le monde sont montés dans les airs. Ah! C'est sûr. C'est sûr qu'il y a du monde, c'est le fun. Yes. Puis si on va avec votre meilleur show... Ma meilleure show, moi, j'en aurais 3. La deuxième fois qu'on a fait les plaines d'Abraham à Saint-Jean-Baptiste, c'était vraiment un trip extraordinaire. On a joué jusqu'à 5h30, 6h. Il commençait à faire clair même quand on a fini. On n'avait plus de tonnes à jouer. Les plaines d'Abraham, c'était un trip extraordinaire, sérieusement. Sinon, il y a un show qu'on avait donné à Saint-Jacques-de-Leeds. On allait jouer souvent là à Saint-Jacques-de-Leeds, puis c'était tout le temps plein. Puis ce soir-là, je n'étais pas trop en voix. Puis c'est le show qui m'a marqué le plus pour les paroles. En fait, il devait y avoir, je ne sais pas, 200 personnes, peut-être dans le bar, ou 150, peu importe. Mais tout le monde chantait les chansons au complet. Les couplets, les refrains, le monde connaissait toutes les paroles par cœur de toutes les chansons. Tu sais, je me sentais comme... Ça doit être un esti de feeling quand ça arrive, ça. Tout le monde connaît les tunes, puis ça chante, puis ça te donne un break, tu n'es pas obligé de chanter tout le temps. Ça m'avait marqué, ça, ce show-là. Sinon, le meilleur, pour moi, personnellement, ça serait le show Festival du Cochon à Sainte-Perpétue. C'était à l'époque pas mal de liberté aussi, cette époque-là. Ça avait été vraiment un gros show. Il y avait beaucoup de monde, puis le monde avait embarqué. Là, c'était vraiment dans la grosse folie de liberté, là, à l'époque où est-ce que le choix était menacé de mort. Puis les gens de Trois-Rivières, c'est dans le coin de Trois-Rivières, ça avait participé, le monde chantait. Ça avait été un des meilleurs. Moi, je pense que c'était un de nos meilleurs shows. Est-ce que la chanson Matruy était sortie à ce moment-là? Oui, ouais. Oui, on la faisait dessus, Matruy. Je ne suis pas sûr. C'est une bonne place pour la faire, en tout cas. Ça aurait été un bon clin d'œil, le Festival du Cochon. Ben oui. Puis après ce show-là, on avait été dormir au Madrid, tu te souviens-tu? Oui. C'était mémorable. Au vieux Madrid, oui. Ben oui. Il n'y avait plus de chambre, puis ils nous avaient donné une chambre qui était désaffectée. Là. En tout cas, c'était vraiment spécial. Il y avait des bébites dans le bain. Ouais. Le toit coulait. On était couché 8 à terre dans cette chambre-là. C'était l'enfer. Nous autres, ça nous a jamais dérangé. Ça. Les estis de belles conditions. Oui, mais en fait, nous autres, on cherchait toujours les hôtels les plus miteux, là, les 3 coquerelles. Là, c'est comme... tout ce qu'il y avait de plus minable, nous autres, on tripait. C'est l'esprit de famille qui compte, hein, c'est pas la place où ce que tu es. Non, c'est ça. Ça fait des belles anecdotes par après aussi. Là. Oui, oui, mais hein. Moi, je travaille avec un Ben qui s'appelle Self Control de Chambly. Je sais pas si vous connaissez ça. Là. Ça fait 30 ans qu'ils roulent. Puis ils ont fait leur première tournée en Europe cette année. Puis, cette année, en 2019. Là. Ouais. Puis, ils ont dormi, ils me contaient ça, là, ils ont dormi dans des hosties de places. Là. Il dit des fois, je me demandais si on allait être correct pour la nuit, là, si on allait pas tous se faire voler toutes nos affaires. Puis, tu sais, dans des... Tu sais, ça, c'est du... Self-control, c'est du punk hardcore. Fait que, tu sais, ils se ramassaient dans des squats de punk puis tout ça, mais tu sais, c'est pas le Fatal à Montréal, là. Le monde trouve que le Fatal, c'est TV, là, mais il dit, vous avez rien vu en Europe, là. Non, c'est certain qu'il doit y avoir des places assez spéciales là-bas. Là. J'ai vu un peu de nouvelles passer, parce que, comme on disait tantôt, vous êtes un band punk engagé puis tout ça. J'ai vu Bérurier Noir qui devrait peut-être faire un retour en 2021. Est-ce que c'est un band qui vous a inspiré un peu puis vous trouvez ça peut-être excitant qu'ils font un retour après depuis 16 ans, là, ils n'ont pas joué? Là? Ouais. Ben, la dernière fois, je me souviens, ils avaient joué au Festival d'été à Québec. Ouais. Avec les Vulgaires Machins. Là, ça avait été un festival de la boîte. Là. Moi, les Béruriers, j'écoutais ça quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé ça. Moi, j'avais une cassette dans ce temps-là. Là. Tu mettais dans un tape cassette. Là, ouais. 30 minutes de chaque bord. Là. Puis j'avais l'album au complet des Béruriers Noirs que mon chum m'avait enregistré. Puis moi, je suis bien content qu'ils reviennent. Puis ils vont tomber dans une
il tombe dans la bonne époque pour Je pense qu'ils vont avoir du jus. pour se révolter. Puis, ouais, il va t'inspirer, ça c'est sûr et certain. Après une que pause de moi- 16 ans. Là. Tu sais, comme porcherie est encore d'actualité. Là. Ah oui. Quasiment toute leur discographie d'actualité Ah, encore. absolument. C'est une Ouais, bonne moi, nouvelle. c'est le Ben qui m'a rentré dans le punk. Moi, ma soeur était... On a dit 8 ans de différence, les deux. Fait que quand moi, j'avais 5-6 ans, elle a commencé à écouter du punk puis tout ça. Puis j'avais 5 ans quand j'ai écouté pour la première fois Bérurier Noir. Puis j'ai accroché ben raide. Puis depuis ce temps-là, j'écoute rien que du punk. Là. Ouais. Le lien noir, ouais, c'est quelque chose. Et je fais écouter ça à mes chums. Ils trouvent tout que c'est de la merde. Là. Mais... Ouais, Souvent, le son a pas... C'est parce que le son a pas bien vieilli, je pense. Non, c'est ça, c'est plus ça. De ça. Puis, tu sais, Faudrait le fait qu'il n'y a pas de. Tu sais, le drum, c'est pas un vrai drum, c'est une, Non, c'est c'est ça. une machine. Exact. Le monde, tu sais, ça l'accroche, là. Surtout que tu voyais pas ça souvent non plus dans ce temps-là, là, des Non. affaires de même. Là. Même Il encore faudrait- aujourd'hui. Là. Faudrait qu'ils reprennent ces tunes, les grosses tunes avec Un full vrai, band. un vrai drum puis toute la grosse affaire. Là. Ça sonnerait, ça serait écœurant. Là, parce Mais ça que va les être le tunes sont là. trio original. Ah non, c'est ça. Non. Bon, puis c'est good les gars, on va se laisser sur 2 de vos chansons. Je veux juste vous remercier d'avoir accepté de faire l'entrevue. Vous étiez dans mes bands de checklist là, que j'avais vraiment envie de faire. Puis je suis vraiment content que ça se soit donné. Merci. Moi, je suis un gros fan de ce que vous faites les gars. Puis Merci. je quand suis tu- vraiment tu- excité pour le prochain là, qui s'en vient. Là. J'ai hâte d'entendre ça. Là. On a bien hâte de vous faire entendre ça aussi. Puis, en tout cas, on espère que les gens vont apprécier. Yes, fait que Hey, merci, Alexandre. je vous laisse dire les 2 chansons que vous voulez faire jouer, puis le pourquoi aussi que vous avez choisi ces 2-là. Vas-y, Eric, c'est toi le premier. Je savais que tu allais dire ça. Moi, j'ai choisi, c'est une tune qui n'est pas connue du tout des Pistolets. C'est sur le 2e album. C'est une tune, moi, c'est ma tune préférée des Pistolets. Ça s'appelle Le Bonheur. OK. Je trouve juste que ça va bien avec l'époque. Là. On le cherche encore. Dans cette tune-là, c'est ça, on cherche le bonheur. Puis aujourd'hui, en 2020, je pense qu'on le cherche plus que jamais. Ouais, hein? Seul dans nos maisons. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, c'est ma tune. C'est celle-là que j'ai choisie. Good. Moi, je vais y aller avec, aussi à cause de l'époque qu'on vit, les temps qu'on vit difficiles. C'est sur le même album, Sans foi ni loi des Pistolets Roses. C'est la première chanson, Que tombent les rois. OK. En fait, ça parle un peu de ça, là, les politiciens qui nous mènent, qui nous mentent. Alors, c'est vraiment d'actualité en ce moment, parce qu'on sent que les politiciens nous cachent des choses. C'est pas d'hier, là, on l'a toujours su. là. Ouais, ça a toujours été ça- comme Que ça. tombent les rois, c'est une chanson de circonstance. Good. Puis moi, je vais réenchérir ça avec Liberté. On en a parlé pas mal durant le Ouais. podcast. Fait que je pense que aussi c'est une chanson qui est d'actualité beaucoup en ce Ouais. moment. Puis depuis une coupe de temps là, aussi, je pense. Absolument. Absolument. Fait que, on va se laisser sur ces 3 chansons-là. Merci beaucoup, les gars, d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi en ce mardi soir. Merci à toi de nous avoir invités. C'était vraiment cool. Yes, puis ça va me faire plaisir que vous sortez votre prochain album. Je sais qu'on avait fait la critique de 15 quand il avait sorti. Ça va me faire plaisir soit de vous recevoir encore pour venir nous en parler ou nous autres, on va en faire la critique. Ça, je vais m'en charger de forcer les autres à écouter ça. Ça va nous faire plaisir, Alexandre. Merci. Ah Yes. oui, absolument. Yes, merci Hey, beaucoup, salut. les gars. Bye. Merci à toi. Bye. Donc viens faire un tour, viens donc voir dans ma tête. Peux-tu m'aider à faire le ménage? Y'a trop d'affaires, y'a trop d'étages.
dans ma tête. C'est tout à l'envers, c'est tout déchiré. J'aurais pourtant tout essayé. En cours de route, je me suis perdu. Je sais plus où je reste, je sais plus quelle rue est le bonheur. Il est-tu trop tard, il est-tu trop tôt? Il est peut-être bien mort, le bonheur.
radio, c'est ma radio.